Bonjour à tous et à toutes, je suis Maïmouna Diallo. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le Griot Digital. Si vous ne suivez toujours pas, il est temps de rejoindre l'équipe, grandir cette communauté afin que nous puissions avoir un impact international et toujours apprendre des concepts qui nous grandissent. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir un invité d'exception, Monsieur Barry Oumar, entrepreneur guinéen, fondateur de BNB Transfer Corp, BNB qui signifie Barry Elba. Je viens tout juste de l'apprendre. Donc BNB, c'est une entreprise guinéenne. Il y a de quoi en être fier, vous le verrez tout à l'heure. Il est aussi le CEO de Corridor, une fintech qui construit les rails de paiement en Afrique. De la diaspora aux institutions financières internationales, son parcours est celui d'un bâtisseur. Un homme qui a compris que pour développer l'Afrique, il faut créer la confiance dans nos propres systèmes financiers. À travers cet échange, nous allons plonger dans son aventure entrepreneuriale, comprendre les coulisses de la création BNB, explorer la vision derrière Corridor et surtout découvrir comment la fintech peut devenir un levier de souveraineté économique pour le continent. Un échange inspirant, humain et profondément ancré dans l'avenir de l'Afrique digitale. Bienvenue dans le Griot Digital. Pour cet épisode, nous remercions chaleureusement les organisateurs de la Guinée FinTech Week qui ont rendu cette rencontre possible. Merci beaucoup, M. Kaba Ibrahima Khalil et Mme Ba Alima, pour cette belle opportunité et ce beau forum que vous avez fédéré pour la Guinée. Bienvenue, M. Barry. Merci. Bon. Donc, j'aimerais savoir, avant d'être fondateur de Corridor, vous avez bâti BNB, l'une des premières plateformes de transfert à connecter la diaspora à l'Afrique. D'où vous est venue l'idée? Merci Maïmouna de m'avoir invité ici. C'est avec un grand honneur que je suis là. Et, euh, et franchement, je suis très impressionné, comme je disais, de tout ce que tu es en train de faire en Guinée. And as they say in English, we need more people like you in this ecosystem. Pour répondre à ta question, oui, on a commencé BNB au Canada, c'était basé sur une expérience personnelle. Hein. C'est un peu difficile d'envoyer de l'argent à partir du Canada vers la Guinée. Et non, il y avait beaucoup de friction. Tu viens chercher l'argent par là, c'est compliqué, ça peut prendre des jours. Et on s'est dit que, there's a better way of doing it. Hein. Il faut qu'il y ait une meilleure façon de le faire. C'est là que mon cofondateur, moi, Abdoulaye Ba, qui est un ami d'enfance, il m'a rejoint à Toronto et on a commencé à travailler sur le projet. And then, yeah, we're here. Again, l'idée c'était quoi? C'est de permettre aux Guinéens du Canada d'envoyer de l'argent en Guinée. That was the first idea. Le faire de façon simple, rapide et affordable. Right? Those were the three things that we are looking at. D'accord. Et c'était quoi la différence entre BNB et les autres qui le faisaient à ce moment-là, quand vous avez commencé? So, il y avait des gros qui le faisaient déjà, les Western Union, les RIA, les MoneyGram. Et c'était beaucoup plus cher. Ils te chargeaient à peu près dans les 10% si tu comptes les fees et puis le Forex, à peu près dans les 10%. Et aussi, en ce moment, dans les années 2011-2012, tu ne peux pas envoyer directement dans un mobile money. Hein. Et aussi, il n'y avait pas d'app qui le faisait. Let me correct that. Warremit le faisait parce que quand l'idée est venue, on s'est dit que nous, on va le faire en ligne, on va le faire avec une application. Après, j'ai fait un peu de recherche, j'ai vu que Warremit le faisait déjà. Mais pas pour la Guinée. Tu pouvais envoyer de l'argent avec Warremit, mais pas en Guinée en ce moment, right? So that kind of gave me the courage to be like, OK, on peut le faire. Donc, c'est de là qu'on a commencé de build, l'application. And yeah, today, tu peux le faire à partir du Canada. Tu amènes ça directement sur Orange Money, sur MTN, et un peu partout en Afrique. Donc, dès le début, c'était avec une application? Oui. OK. Et comment vous avez fait en soi? Est-ce que entre vous deux, il y a quelqu'un qui est développeur? C'est quoi vos backgrounds? So, on est tous ingénieurs. Lui, il a fait génie informatique, j'ai fait génie mécanique. So, obviously, en tant qu'ingénieur, tu prends des cours de programmation
Mais lui s'est occupé beaucoup plus du côté technique. Et moi, j'étais beaucoup sur le commercial, so sur le CEO. He's a CTO. So we built a team around him. You know, we make decisions together when it comes to like product. What product we building, what features are we adding. Ouais, ça, on le fait ensemble. Au début, c'était un peu difficile parce que c'était la première fois de le faire, you know? Mais avec des conseils, des gens qui ont déjà fait, qui ont déjà build des compagnies, on s'est approché d'eux et puis ils ont donné des conseils, you know, how to go about it. On a un ami à moi qui s'appelle Thomas, qui avait déjà build a company before we graduated. So il nous a beaucoup aidé au début, you know, avec la technologie, how to go about it. Faut aller où, faut utiliser DigitalOcean, faut aller à AWS. Il y avait beaucoup de petits trucs là. Où est-ce que tu vas hoster tes data? So il nous a aidé à aller beaucoup plus vite. Parce que lui, il l'avait déjà fait. Et comment vous avez réussi à fédérer la confiance autour de l'application? Autour de l'application. So we did a lot of community marketing. Right? You know, on sponsorisait, chaque fois qu'il y avait des events guinéens au Canada, on les sponsorisait. Mais au début, c'était bouche à oreille, hein, bouche à oreille, bouche à oreille. C'est vrai que le focus, c'était juste la Guinée, le diaspora guinéenne. Right? But eventually, we expanded to different countries. And I think we can talk about that later. Okay, but it's interesting really because I'm trying to think about. Oh, j'essaie de. Et c'est moi qui suis censée aider par rapport à ça. Le français. Et moi, je suis en train de joindre. C'est difficile, but... Donc, en fait, j'essaie de voir comment vous avez commencé. En termes, mais vous travaillez déjà tous les deux quelque part, en mode, comment vous avez réussi à faire le pont entre les deux, entre votre travail de tous les jours et du coup le parcours entrepreneurial? On était tous, we were in our 20s, on était dans nos 22, 23, je pense, 24 peut-être, 24 ans. Donc on avait nos full-time jobs là, tous les deux. Mais on passait, après le boulot, on passait beaucoup du temps là-dessus. Right? Et les week-ends, on passait des nuits blanches dans mon basement à Toronto. Je me rappelle, on passait des nuits blanches là-bas, brainstorm. Right? So everything started there in the basement. Talk about product, how we're going to do it. And éventuellement, moi, j'ai laissé mon boulot de full-time. Je travaillais pour Hydro One, une compagnie la compagnie d'électricité en Ontario. Je faisais la conception. Concevoir les tours. Oui, c'est la conception. La conception des tours électriques. So, éventuellement, en 2015, j'ai abandonné le boulot. J'ai pris un boulot de professeur à Central Michigan. Et ça m'a permis d'avoir beaucoup plus de temps. Beaucoup plus de temps. C'est là d'ailleurs que je suis venu en Guinée en 2015. Puis on a cherché la licence. On s'est installé ici, à James City, c'était notre premier bureau. Hein? Ah oui, dans le local. Ouais, local, yeah. On s'est installé ici. Comme quoi, le local, là, il porte chance. Hein? Ouais, exactement. Donc nous aussi, on peut espérer grossir. Exactly. Yeah. So yeah, we are juggling between the two. Our full-time job. Mais moi, j'avais eu un peu plus de temps, comme j'étais à l'université. C'est pas un 9 to 5 job. Je pense que j'avais donné des cours 2 ou 3 fois par semaine. Le reste de mon temps, je m'occupais de la boîte. À cette époque, vous aviez déjà fait votre PhD? Oui, j'avais déjà complété mon PhD en 2014. Ouais. Dès que j'ai complété, en 2015, j'ai quitté Hydro. Puis j'ai pris un boulot de professeur. Je suis venu d'abord en Guinée, j'ai passé quelques temps ici. On a eu la licence. Et then on a installé le bureau. Je suis allé en Sierra Leone, j'ai fait la même chose. Après, je suis retourné, j'ai pris un boulot de professeur. Et on venait souvent en Guinée. J'avais beaucoup plus de temps que Abdoulaye. Mais éventuellement, en 2017, lui aussi, il a abandonné son boulot. En 2020, on a focus on a pris 100% focus sur la boîte. Bien là, ça a commencé à changer. La boîte a commencé à grandir, à croître. Hein?
Et vous avez toujours su que vous allez finir dans l'entrepreneuriat ou c'est quelque chose qui s'est développé avec le temps quand vous avez commencé à construire votre carrière? You know, nos parents, c'est des commerçants, tous les deux. Oui. Je pense que déjà, dans la tête, on voulait des entrepreneurs. Mais la chose qui a changé pour moi, vraiment, c'est le bouquin Rich Dad, Poor Dad. Je pense que je l'ai lu en 2009. Ok. Si je l'avais lu avant, peut-être je n'allais pas aller à l'université, peut-être. Hein. Ça a changé comment je pense. Je pense que je faisais mon doctorat en ce moment. Je faisais ma maîtrise. Non, je pense que je faisais mon doctorat en 2011. 2011. Je l'ai lu en 2011. 2011. J'ai failli arrêter parce que je me demandais pourquoi je le fais. Right? Bon, je suis fier de l'avoir complété parce que ça m'a permis de faire autre chose. Et ça m'a permis d'aller enseigner à l'université. Ça m'a donné beaucoup plus de temps de build la boîte. On n'a pas levé de fonds. On a utilisé des fonds propres. Before BNB, on avait d'autres compagnies. Right? Par exemple, à Toronto, on est les premiers à faire Airbnb. Donc, on achetait des appartements et puis on les faisait louer sur Airbnb. Et je me rappelle, notre premier appartement, c'est nous-mêmes qui sommes partis nettoyer lorsque les clients quittaient. Right? So this was back in 2010, 2011. Et petit à petit, on a racheté un peu plus d'appartements. Et on s'est fait un peu d'argent avec ça. Et c'est avec cet argent qu'on a financé la compagnie. Wow! Donc, avant BNB, il y avait d'autres structures. À part le Airbnb, c'était... Oui, en fait, on est les premiers à utiliser Airbnb à Toronto. C'est ça que je veux dire. Right? Donc, je me rappelle, les photographes de Airbnb venaient prendre des photos de nos appartements et postuler ça sur Airbnb. So that's how we started. Puis, il y a aussi autre chose qu'on faisait. Hein. On a fait beaucoup de choses. Certaines compagnies ont, obviously, si tu fais beaucoup de choses là, certaines choses vont échouer. Right? Yeah, so, au moins des appartements achetés, revendus et tout ça, ça nous a aidé à financer la compagnie. C'est très intéressant. Ça, c'était juste à la sortie de l'école. Comment? Parce que là, moi, je suis en train de voir deux aspects. C'est le fait d'avoir réussi à entreprendre tout en faisant une carrière en soi. Parce que là, vous avez pu finir les études, avoir un PhD et enseigner à l'université, mais en même temps, vous avez un parcours très figé en entrepreneuriat. Yeah. Juste après l'école, j'ai gradué mon undergrad en 2008. Après, j'ai fait une maîtrise. Je travaillais déjà quand je faisais ma maîtrise et mon doctorat. C'était au Canada ou en Guinée? Au Canada, à Toronto, yeah. Je fais mon bachelor à Toronto, undergrad. Juste après le lycée, je suis parti à Toronto. D'accord. Juste après l'undergrad, j'ai un ami, Thomas. D'ailleurs, he's the third largest shareholder of BNB and Corridor. Right? Il avait déjà built a company before we graduated. He started building something, you know. Il avait commencé à construire quelque chose. Il avait déjà commencé à construire quelque chose. Donc, c'est avec lui on faisait les appartements Airbnb. Et Abdullah nous a rejoints. On a fait tout ça ensemble. Donc, l'idée était déjà là. On ne voulait pas travailler, on ne voulait pas faire de 9 to 5. Je pense qu'on est des personnes qui sont très driven comme toi, comme Tal. Right? You guys are very driven. So a lot of energy. We are doing too much. Sometimes too much. We're not really focused on one thing, just trying to do everything at the same time. Mais yeah, éventuellement, on a eu la chance. En 2015, j'ai rencontré le président de Western Union, Brian Fox. Je lui ai demandé d'être un mentor pour moi. You know? Et ça a changé les choses. Il nous a aidé à se focus a little bit. Quand on voulait faire beaucoup de choses, il disait non, il ne faut pas faire ça, il faut se concentrer sur ça. Et même l'idée de corridor est venue de là parce que avec BNB au Canada, we were struggling. C'était un challenge d'avoir les customers, les clients. Tu as posé la question tantôt. C'est pas facile parce qu'il faut avoir beaucoup de sous, il faut faire beaucoup de marketing et on n'avait pas ces sous. Il nous a dit de se focaliser sur l'Afrique et devenir un payeur. Right? Payeur, c'est là qu'on a commencé maintenant de build the rails.
On a commencé par le agent network, tu vois, les points de BNB, là, Oui, les points de vente. Points de vente, exact. So, on a commencé par ça. Je pense qu'aujourd'hui, on a peut-être à peu près probably about 10,000, points over the country. Dans différents pays. No, juste en Guinée. Juste en Guinée. Juste en Guinée, oui. Over 10 000. About 10,000, yes. But then, like, monthly active, probably around 7,000 monthly active. Et comment vous arrivez à interconnecter, comment vous arrivez à communiquer avec tous ces points de vente-là, ou bien... Le système. On a mis un système en place qui nous aide à contrôler tout ça. Ils utilisent le système et aussi une chose une feature qu'on a rajouté pas très longtemps, c'est que les agents maintenant ils peuvent se rembourser entre eux. Ils peuvent se rembourser entre eux avec en général un code. Tu peux aller chez notre agent, il te rembourse. Ouais. Il y a eu beaucoup de changements, ça fait maintenant 10 ans qu'on fait ça, un peu plus de 10 ans. Pour les agents, ça fonctionne comment? Les agents, notre plateforme, une plateforme qui agrège presque toutes les compagnies de transfert d'argent. Les RIA, les Western Union, les MoneyGram. Tu envoies de l'argent à partir du Canada, des États-Unis, de l'Europe, un peu partout au monde. Avec un code, tu peux aller chez un agent BNB, il va te payer avec le code. Tu présentes le code, il le met dans le système. Enfin, il te paye. Et nous, on le rembourse après, ou bien il peut aller chez un agent, un autre agent il va se rembourser, ou il peut aller chez une banque pour se rembourser. Ouais. Mais au début, c'était un peu compliqué parce que le remboursement, on le faisait nous-mêmes. Tu venais dans nos locaux, on te donne de l'argent, and that was not scalable, right? Mais après, on a automatisé, on a automatisé, et là, c'est scalable. Et c'est le même principe, le même modèle, on est en train de le prendre, on le met, en train de l'expandre dans les autres pays, dans les autres pays de la sous-région, comme l'Afrique centrale. En Afrique centrale, DRC, Cameroun, le même modèle. D'accord. Parce que moi, quand vous m'expliquez ça, je vois quand même, vu qu'il y a un gros flux d'argent, je vois quand même qu'il faut avoir un certain montant disponible. Et vous, comment vous faites pour avoir ça? Au début, le challenge qu'on avait, le premier challenge qu'on a eu en Guinée, c'est qu'on peut financer les agents. Ouais? Et vite, on s'est rendu compte que ce modèle, on perdait de l'argent parce que les gars, ils détournaient les fonds. Ouais? Donc, on a changé le modèle et nous, on allait créer nos propres agences. Je pense qu'on avait créé une vingtaine d'agences. Ouais? Et à partir de là, les gens ils venaient se payer à ces agences. Et éventuellement, les agents sont revenus vers nous, ils payaient et puis on les rembourse. Right? Donc le modèle là, ça a bien fonctionné parce que là tu payes et puis on te rembourse. Mais le problème c'est qu'il faut les rembourser à temps, il ne faut pas attendre plusieurs jours là. Et le feature qu'on a added recently, automate. Ça permet d'automatiser le process. Exactly. So, le fait que maintenant les agents peuvent se rembourser par un autre agent, we can scale it, right? So, ils utilisent leur argent, puis on les rembourse. But back to what you're saying, on paye pour les gars comme les MoneyGram, RIA, Western Union, ils nous remboursent le lendemain, right? So, you still need to have a lot of float, right? So, c'est venu avec des fonds propres. On a aussi levé quelques fonds. Et d'ailleurs, on est en train de lever des fonds là, most likely, l'annonce va se faire l'année prochaine. D'accord. Et c'est quoi votre conseil pour quelqu'un qui lève des fonds? Il faut faire les choses. D'abord, faut que tu puisses lever des fonds. Faut résoudre de vrais problèmes. Right? $1 billion problèmes. Right? C'est ça que les investisseurs aiment. Ce pas des petits problèmes, là. Il faut des $1 billion problèmes. Une compagnie qui va devenir a unicorn. That's what they're interested in. Right? So ça, c'est la première chose. Il faut s'organiser, il faut avoir une très bonne équipe. Il faut au moins avoir quelques revenus là, right? Il faut avoir un très bon produit et commencer à générer un revenu, right? Pour montrer que le produit marche. But I think the biggest advice would be faut résoudre de vrais problèmes. $1 billion problème. D'accord. Et Corridor dans tout ça,
C'est quoi exactement? Yeah. Corridor, tantôt je parlais de Brian qui nous a donné des conseils, il nous a dit de se focaliser beaucoup sur le payout, right? Corridor vient de là. C'est vrai que c'est en 2020 qu'on a vraiment commencé de digitaliser les choses. Mais Corridor, c'est comme un hub, comme un pont où on est agrégé avec. Oui, Agrégé. agrégé. Agrégé? Oui. OK. Oui, agrégé. Toutes les banques, les mobile money et puis les IMTOs. Right? Donc, on est au milieu, on leur permet de faire des cross-border payments. Right? So, par exemple, RIA passe par nous pour terminer sur Orange Money. Donc, quelqu'un qui est en Europe, par exemple, en France, tu peux utiliser RIA ou bien MoneyGram ou TapTapSend. Tu envoies de l'argent directement sur Orange ou MTN à travers nous. Donc, vous venez to step up. On est au milieu, on est l'infrastructure de paiement, really. That's really what Corridor is, B2B. Aussi, on permet compagnies comme les Orange de faire des transferts sortants à partir de la Guinée. Aujourd'hui, on a accès, on a fait des intégrations avec, je dirais en Afrique, dans 33 pays, avec les mobile money, les banques. Au Nigeria, par exemple, on peut terminer dans toutes les banques, toutes les comptes bancaires au Nigeria, au Ghana, right? Même au Rwanda. C'est des pays où on n'est pas, Rwanda par exemple, on n'est pas physiquement présent, mais on est déjà intégré avec les mobile money. Au Kenya, même chose, on n'est pas physiquement présent, mais on est intégré avec toutes les banques, on est intégré avec toutes les mobile money. Au Ghana, la même chose, dans l'UOMOA, la même chose, en Afrique centrale, au Cameroun, la même chose. C'est ça, Corridor. Corridor, c'est BNB, c'est un client de Corridor, comme Orange, c'est un client de Corridor, comme RIA, c'est un client de Corridor. Toujours dans le paiement? Dans le paiement, oui. D'accord. Et pourquoi toujours dans le paiement? Toujours dans le paiement, c'est parce que je pense que, non, même pas je pense. On n'est même pas encore si on prend la Guinée, je dirais, on n'est même pas encore à 5%. C'est ça qu'on peut faire. Right? Parce que, again, le pays dominé by cash, right? So on n'est même pas à 5%. Et si tu regardes le continent, tout le continent, tu peux dire la même chose. Tu vois, en Sierra Leone, c'est la même chose. Tu vois, au Sénégal, ça commence à aller, but still, a lot of cash. Même au Nigeria, c'est beaucoup de cash, right? Ce serait pas dangereux pour nous aussi si tout ça disparaît, l'aspect cash qu'on a qui est un peu de notre nature là. Est-ce que c'est pas dangereux ou bien qu'est-ce qui est le plus dangereux parmi les deux selon vous? D'abord, le cash, même avec les banques, c'est cher. Hein, c'est cher de gérer le cash. Hein, donc, ça va être beaucoup moins cher là, dans le secteur financier si on se débarrasse du cash. Et tout devient digital. Right? Par exemple, si on regarde dans le domaine de transfert d'argent, aujourd'hui, tu envoies de l'argent de façon digital, c'est ça? C'est moins cher, c'est abordable. Right? Mais le cash, tu payes un peu plus cher. Right? Parce que le cash, en général, la gestion du cash, c'est aussi cher. Right? Donc, mais après, le souci aussi, c'est que par rapport à ici, moi, l'observation que j'ai pu faire, c'est que c'est difficile de retirer de l'argent. Par exemple, si c'est en banque, c'est très dur pour les gens de récupérer lorsque le besoin s'affiche. Donc, cette culture de cash, tant que les banques, elles ne peuvent pas répondre exactement aux besoins de manière effective, moi, je pense que c'est une culture qu'on ne pourra pas s'en débarrasser très vite. C'est vrai que c'est moins cher, mais imaginez quelqu'un dans la frustration qui a un besoin urgent de recevoir du cash en quantité qu'il a envie de retirer, mais on lui parle de sommet sur son argent et que ce soit constant, ça crée une frustration. Et on sait très bien que tout ce qui concerne l'argent, le business model même, il est basé sur la confiance. Donc, quand il y a des frictions à ce niveau-là, ça n'aide pas. C'est vrai. Notre vision, nous, c'est vraiment de se débarrasser du cash et digitaliser le secteur financier. Et ça, c'est pas une seule compagnie qui peut le faire.
Right? Nous, on est là, on veut accélérer cela, right? Mais il faudra qu'il y ait des autres players qui vont venir le faire avec nous. Et non, le cash, on pourra se débarrasser du cash si, par exemple, t'as des agrégateurs de paiement qui ont des TPE un peu partout et que les marchands là, acceptent les paiements de Orange, les paiements de MTN, right? That's the only way. That's the only way on pourra se débarrasser du cash. Faut que tous les merchants acceptent les paiements digitaux. Right? Oui, mais même avec ça, vous allez toujours être confronté à ce blocus-là, le blocus de parler par rapport à la culture du cash. Yeah. Enfin, moi, je l'observe beaucoup sur place ici. Hein. Les gens, ils préfèrent avoir cash que de l'avoir digital parce qu'ils ont peur du fait qu'on peut les arnaquer en ligne. Ils ont peur aussi de ne pas être en mesure de retirer quand le besoin se présente. Donc, par exemple, qu'est-ce qui peut être des pistes de solution par rapport à cela? So, tu as parlé de retirer tout de suite, right? Tu retires du cash parce que tu veux aller acheter quelque chose. Maintenant, si le marchand là où tu vas aller acheter quelque chose, s'il accepte accepte Orange Money ou MTN Money ou il accepte la carte, tu n'as pas besoin du cash. C'est vrai. Right? En Amérique du Nord et aux États-Unis, parce que les gens ne marchent jamais avec du cash. Right? Au Kenya aujourd'hui, le cash, parce que tu ne vois pas le cash. Right? Tout est digital. Right? So, la façon de se débarrasser du cash, c'est avoir des TPE partout. TPE partout. Dans les restaurants, même les gens qui vont vendre du poisson au marché, lorsqu'eux vont commencer d'accepter les paiements Orange ou MTN, right? C'est comme ça qu'on va se débarrasser du cash. Et c'est quoi? Moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup un aspect de rapidité dans votre domaine. Il faut être rapide et il faut savoir capter le moment, j'ai l'impression, le moment opportun. C'est quoi votre secret dans cette grande course-là? Parce que moi, vous me parlez de 10 000 points de vente sous une seule marque. Je suis ébahie, en fait. C'est quoi, comment vous faites pour pouvoir courir si vite et pouvoir vous scale très rapidement, en fait? Ça a pris du temps. Ça a pris du temps pour arriver là. Mais on aurait pu le faire même plus vite si on avait levé des fonds. Right? Et là, le focus maintenant, c'est beaucoup plus sur le digital. Right? Et là, on va aller beaucoup plus vite. Parce que tout ce qu'on fait, c'est un single API qui est connecté au IMTO et aux MNOs et aux banques. Right? Il faut juste répliquer la même chose dans les autres pays. Et les intégrations, ça ne prend pas trop du temps. Une intégration peut-être maximum, ça prend un mois. Right? Et back to what you're saying, d'abord, pour être là, il faut travailler dur. Right? Faut travailler dur, faut qu'il y ait, hard work, right? Mais aussi la chance. La chance avoir rencontré des gens, des mentors qui vont vous aider, qui vont vous donner de bons conseils, right? Mais tout ça, ce qui vient avant, c'est le hard work. Parce que quand tu parles aux gens, les gens peuvent sentir si tu es sérieux ou pas. Like, are you hardworking? Are they willing to help you? Right? La plupart des gens, ils veulent aider des gens qui vont réussir. Right? Tu vois? Like, tout ce que vous êtes en train de faire là, toi et Amadou, je suis très très impressionné. And I'm willing to mentor you guys, because I was mentored by someone. That's why I'm here. Mais avant tout ça, c'est le hard work. Je vois que vous êtes je peux dire hustlers, right? That's the word, hustlers. So il y a la chance, mais avant ça, c'est le travail. Il faut que ce soit backed up avec un vrai travail derrière. Un travail derrière, ouais. C'est pas quelque chose, il n'y a pas de raccourci là. Non, il n'y a pas de raccourci. C'est le travail, c'est le travail. On fait des nuits blanches. Les gars comme les Elon Musk, c'est des gens qui travaillent des fois 90 hours per week. Right? Pour ça, c'est les plus riches au monde. On est les plus riches au monde, right? Ils travaillent. Bill Gates, same thing. Il travaillait de 90 hours. Depuis qu'il était au collège, il codait. Il passait des nuits blanches à coder. Quand il était en 7e, 8e, il passait des nuits blanches à coder. So, il n'y a pas une autre façon. Il faut travailler dur, c'est ça. Il faut travailler dur. Les Messi, il allait à Miami, il a gagné quoi déjà? 8 ballons d'or. Il va à Miami,
il vient aux entraînements 3 ans avant les entraînements. 3 heures avant les entraînements pour se préparer. Quelqu'un qui a gagné le ballon Toujours d'or en une fois. train, la préparation, toujours se préparer. Se préparer, travailler dur, you know. Donc c'est ça, le travail dur et puis la chance va venir. The right time, will come. Right? Exactly. And I would like to know, enfin, vous, avec toute cette expérience dans la gestion de l'argent, qu'est-ce que vous avez appris de l'argent en soi-même? Dans la gestion de l'argent. Oui, le fait d'avoir géré de l'argent. Yeah. Qu'est-ce que ça vous a appris dans la nature de l'argent? Yeah, je pense l'intégrité, je dirais, parce qu'il faut que les gens aient confiance en toi. Et pour ça, faut être honnête. Hein? Tu as un partenaire, quand tu dis tu vas faire les choses, il faut les faire. Right? You know? Et aussi, tu travailles avec, c'est vrai, les gars, par exemple, nos agents, ils payent, on les rembourse. Il faut les rembourser à temps. Make sure that they're getting their money on time. Et c'est pour ça, d'ailleurs, maintenant, nos agents, ils sont payés real time. Tu peux aller, tu génères un code, tu payes tout de suite, tu génères un code, on te rembourse. Right? So, c'est la confiance, quoi. Faut qu'il y ait, faut que les gens aient confiance en toi. Il faut que les gens aient confiance en toi. L'intégrité, l'honnêteté. These are the things that you have to have. Et d'ailleurs, nous, chez nous, à Corridor, on regarde 3 critères quand on embauche. Le premier, c'est l'intégrité. Deuxième, c'est l'intelligence. Et troisième, c'est l'énergie. Quand je dis l'énergie, again, back to hard work. Et c'est pas inventé. Ça vient de Warren Buffett. C'est comme ça ils opèrent. C'est comme ça, les Bill Gates opèrent. C'est comme ça les Google opèrent. So, la même chose. Intégrité, intelligence et énergie. Right? These are the 2 things that we look at. Merci. Alors, je vais juste lire ça. Par rapport à la Guinée, vu qu'on est en train de... en soi, avec tout ce qui se passe actuellement, ça fait rêver quelque part. Yeah. Et ça donne envie de se donner encore plus. On voit qu'il y a des solutions qui ont des success stories. Donc, vous, qu'est-ce que ça vous renvoie aujourd'hui de voir des événements comme la Guinée FinTech Week, qu'est-ce qu'il a, de voir des comités se mettre en place? Qu'est-ce que ça vous donne comme signal pour la Guinée? Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir de voir Guinée FinTech Week, d'assister à Guinée FinTech Week, de voir que c'est des Guinéens qui sont en train de pousser, de te voir ce que tu es en train de faire, Maimouna, jeune comme vous, très jeune. Vous êtes en train de faire de grandes choses en Guinée. Ça me fait vraiment plaisir quand je retourne, je vois ça. Je disais à Amadou tantôt, il m'a fait visiter un peu vos locaux. I'm very impressed, honestly, very impressed. Et je me vois, et ce qu'on était en train de faire il y a, quand j'avais votre âge, 23 ans, 24 ans, chacun, a lot of energy and yeah, so je vois la Guinée dans les prochains 5 ans, 10 ans, j'aimerais voir des unicorns qui vont sortir d'ici. Right? Comme le Nigeria. Au Nigeria, ils ont quoi? 5 unicorns. C'est un petit marché. Ça va pas être facile. Mais néanmoins, je pense que en le faisant très bien ici, on pourra répliquer la même chose dans la sous-région, dans l'UEMOA, les pays comme le Sierra Leone, le Libéria, le Sénégal, la Côte d'Ivoire. Et puis, pourquoi pas l'Afrique centrale, ouais? Parce que tout ça, c'est francophone. Ouais? C'est comme ça que je vois les choses. Je pense qu'il y aura quelques unicorns qui vont sortir de là. Les Guinéens sont intelligents, ils travaillent dur, so, we'll make it. On espère. Aujourd'hui, on parle beaucoup de souveraineté économique. Comment vous voyez le rôle de la FinTech guinéenne dans la construction d'une Afrique économique indépendante? Again, je retourne un peu sur notre vision, digitaliser le secteur financier. I think that's one thing. Mais pour être indépendant, je pense qu'il faudra utiliser des technologies comme le stablecoin. Par exemple, pour faire le cross-border payment, ne pas passer par SWIFT pour faire le settlement. Utiliser le stablecoin pour faire le settlement. Right? Par exemple, aujourd'hui, si tu veux envoyer de l'argent entre tu vas à la banque, UBA, UBA Conakry, tu envoies de l'argent à UBA Libéria. Ça va passer par
ça va passer par les États-Unis. Mhm. You know? Le corresponding banks aux États-Unis, c'est soit Citi, right? Et après ça va au Libéria. Et ça peut prendre des jours, right? Mhm. Avec le stablecoin, on va pas passer par Swift, là. You know, it will be instant. Ok. Right? Comme ça, on peut être indépendant, d'Afrique, faire des transactions comme ça avec des Ça nouvelles marche technologies. comment? Le stablecoin, Mhm. c'est sur le blockchain, right? Sur le blockchain, mais il faudra qu'il y ait des currencies, par exemple. Il faudra que, par exemple, qu'on ait, ça peut être le dollar, hein, le stablecoin en USDC, mais ça peut être aussi, même le franc guinéen peut avoir un stablecoin. Hein. And so ça va être des transactions rapides, instantanées, right? Mhm. Instantanées. Avec Swift, ça prend des jours, hein, ça peut prendre 2, 3 jours des fois. Hein, et avec stablecoin, c'est 24/7. Mais qu'est-ce qui les décourage à aller vers ça? Je pense la régulation d'abord. Faudra que les régulateurs mettent des choses en place. Faudra qu'ils acceptent. Hein, Mhm. certains pays déjà sont en avance, comme le Rwanda. Non le Rwanda, le Botswana. Ouais. Mhm. Déjà les régulateurs ont déjà mis des régulations en place pour avoir la licence de stablecoin. Je pense que ça va être la première étape. D'accord. Vous enseignez également dans plusieurs universités américaines. Quel parallèle est-ce que vous faites entre l'éducation, la recherche et l'innovation dans la FinTech? Yeah. Comme je disais tantôt, j'avais pris un boulot à l'université Central Michigan pour me permettre de construire la boîte. Après, j'ai pris un autre boulot, le même boulot à Virginia Tech, dans le département de génie mécanique. Et je suis toujours là-bas. Je donne des cours de graduate, un cours en général par an, dans ma spécialité qui est, Robotics, Dynamics, Vibrations. C'est un peu différent de la FinTech. Mais du fait que je passe beaucoup de temps à lire, et je peux voir aussi les technologies, parce que d'abord, pour qu'une technologie sorte là, que le monde voit ces technologies, ça passe par les recherches. Donc, il y aura des articles qui vont être publiés et tout ça. Donc, j'ai accès à ça. Ouais, donc, j'ai accès à ces articles. Donc, je suis informé à temps, ouais, avant le public, quoi. Ouais, ça aide. Je pense que ça, c'est un atout. Et aussi, tu as accès à des étudiants qui sont très, très intelligents que tu peux embaucher. Hein. Ça, c'est notre accès. Ah. Je disais, il y a juste quelques jours, j'ai un ami de mon petit frère Hamid venu me voir. Je pense qu'il est rentré de l'Allemagne. Il est en train de mettre une compagnie de construction. Aussi, je pense qu'il y a certaines universités qui l'ont demandé de venir enseigner, mais demander mon avis. You should do it. You should do it. You should teach. Always Both at the same time. Because you can always get good students from school. You can recruit them eventually. C'est toujours en fait, c'est toujours gagnant. Yeah, toujours gagnant. Toujours. D'enseigner, c'est toujours gagnant. Toujours gagnant. Yeah. And then it keeps you, it keeps you on your toes always, right? Parce que t'es toujours en train d'apprendre de nouveaux trucs, right? C'est quoi un livre qui a changé votre vie? Un livre qui a changé votre vie? Le premier, c'est Rich Dad, Poor Dad. Right? Mais j'ai lu tous les bouquins de Elon Musk. Gens qui sont écrits sur Elon Musk, c'est l'un de mes rôles modèles. Ouais, il a de très bonnes choses, mais aussi, il essaie de prendre les bonnes choses, mais aussi il a de mauvaises choses, comme Steve Jobs. C'est un autre rôle modèle. J'ai lu ces bouquins. Ils ont tous des bonnes choses et de mauvaises choses. Donc, tu essaies de prendre ce qui est bien et tu laisses ce qui est mauvais, right? Je lis beaucoup. Le dernier bouquin que j'ai lu, c'est juste le dernier d'une biographie, right? La dernière Oui, c'est ça. biographie. La dernière biographie. La dernière biographie que j'ai lue, c'est la biographie de le fondateur de Hyundai. Ok. Hyundai, en anglais, certains disent Hyundai, but it's Hyundai. J'étais impressionné par la façon dont il a commencé sa carrière. Il vient d'une famille pauvre. He's a farmer, right? And then he was able to build everything that he built. C'est pas seulement, he
Hyundai, la voiture que vous connaissez, mais il avait une compagnie de construction. L'économie de la Corée du Sud, Mhm. c'est lui qui a, c'est lui qui il est le pionnier, quoi. He did everything. Right? Wow. He did everything for that country. Trop bien. So, I was very impressed. But that's recently. Mhm. Et j'ai lu un bouquin aussi qui a changé comment je pense, c'est The Laws of Human Nature. Right, Oh. j'ai pas appris psychologie à l'université, j'ai appris beaucoup de choses. The Laws of Human Nature. Ok, c'est the laws of Robert Greene. the 40 laws of power. Yeah, the guy that wrote that book, yes. Oh, but see, he has les 48 lois du pouvoir. Exactly. L'auteur de ça, il a aussi écrit The Laws of les Human lois Nature. Ça, c'est de la récent. nature humaine. Oui, Oh, il me faut ça. c'est un amazing book. Ça, c'est récent? Récent, oui, je pense que je l'ai lu il y a 2 ans. D'accord. Ça te donne une idée comment les gens pensent, pourquoi ils font ce qu'ils font, et toi-même, tu vois ta personne, ok, c'est pour ça que je fais ça comme ça. Change the way. Super. Et c'est quoi un mantra Hmm? qui vous accompagne tous les jours? Like a quote ou en tout cas un mot que vous chantez Yeah. de manière répétitive. Yeah. C'est dur. Quand c'est dur, j'ai lu aussi des biographies de beaucoup de présidents. Nelson Mandela, which is also one of my role models. Je pense toujours, comme il était en prison, tout ce qu'il a vécu après, il est sorti, il est devenu président, quand tu penses à des choses comme ça, tu dis que, nothing is impossible, right? Right? Tu peux tomber, mais tu vas toujours monter. Une chose que les gens disent de moi, peut-être, I'm very determined and also persévérant, c'est ça? Déterminé et persévérant. Persévérance. Je pense que les deux qualités, ça aide beaucoup quand tu es entrepreneur. Right? You don't give up easily. Yeah. Super, merci beaucoup. Yeah. Thank you. Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'à la fin. Vous l'aurez compris, c'est possible de réaliser de très grandes choses. Au départ, comme je vous l'expliquais au niveau de l'introduction, je n'ai su qu'aujourd'hui que BNB, ça veut dire Barry and Bar. Parce que tout ce temps, je voyais BNB dehors, je ne pensais même pas que c'est une entreprise guinéenne. Donc, les choses fantastiques, elles peuvent se faire par nous-mêmes, pour nous-mêmes. Il faut continuer à persévérer, apprendre tous les jours comme on le fait à travers ce podcast. Et n'hésitez pas à commenter, liker, partager. Vos commentaires vont nous permettre de produire de meilleurs contenus pour vous et de nous améliorer. Donc, vos commentaires sont la bienvenue. À très bientôt pour un nouvel épisode. Merci.